tous, bienvenue dans ce nouveau jeudi de la FGC. C'est le cinquième webinaire de l'année. Donc, pour rappel, nos différents webinaires sont, chaque fois je fais ce rappel, mais ils sont systématiquement en replay sur le site de la FGC. Vous pouvez les trouver, l'enregistrement vidéo et en général les présentations diaporamas qui nous sont remises par les intervenants que vous pouvez retrouver. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet éclectique, très différent de ce qu'on a pu voir les différentes fois. On était sur l'éco-conception, on était sur des, l'incendie sur un ouvrage, on était sur les, la, ré- ré- la réévaluation, la restauration d'enceintes de grands hangars métalliques. Donc aujourd'hui, on va être sur l'aménagement d'une ligne à grande vitesse, donc un TGV anglais. C'est un point intéressant parce qu'on envisage, peut-être que certains d'entre vous ont vu ça, on envisage d'organiser un voyage avec la FGC, un voyage d'études techniques au début ou dans le premier semestre de l'année prochaine peut-être, dans lequel on pourrait éventuellement coupler des visites de la centrale de Hinkley Point et de ce chantier de ligne à grande vitesse. Donc, un petit sondage a été fait auprès des membres de la FGC. Il faut qu'on regarde un peu maintenant de manière concrète la faisabilité de cette chose-là. Le mois prochain, le 6 juin, il y aura une nouvelle édition de nos jeudis de la FGC. Cette fois-ci, ça sera un sujet qui sera purement historique puisque ça sera sur l'histoire des ciments du Boulonnais. Donc là, ça a été mis en place par notre commission Histoire et Patrimoine. Et puis, on finira le premier semestre, le 4 juillet, avec un webinaire qui sera consacré au pont en composite. Avec quelques présentations d'ouvrages réalisés, et pas seulement des passerelles piétonnes d'ailleurs, mais des ouvrages routiers qui ont été faits entièrement en matériaux composites. Voilà, pour ce soir, je vais laisser la parole. Alors, c'est Sylvie Ezram, je crois, qui va présenter rapidement les intervenants et le sujet général de ce webinaire. Donc, d'abord, je vous remercie tous pour avoir préparé cette présentation. Et puis, voilà, je vous laisse présenter l'équipe qui va nous présenter tout ça. Alors, il faut ouvrir le micro. Ouais. Donc, merci pour cette introduction. Merci. Moi, je suis Sylvie Ezran de CETEC TPI. Je suis membre du bureau de la représentation de la FGC en Île-de-France et dans le centre. Et donc, CETEC propose cette conférence sur les spécificités des ouvrages de cette ligne à grande vitesse. Donc, je vais laisser la parole à mes collègues. Donc, Daniel Prats, directeur de projet pour la structure chez CETEC TPI. Julien Habert, directeur de projet également pour la partie géotechnique chez Terrasol. Valentina Bruno-Huret, qui est référente technique ouvrage d'art chez CETEC TPI. Et puis Emen Ben Salem et Hugo Martin, qui sont ingénieurs d'études chez CETEC TPI, qui sont donc intervenus sur ces ouvrages. Voilà, je leur laisse la parole. Bonne conférence. Alors, juste un tout petit mot avant de vous laisser intervenir pour préciser que, comme d'habitude, vous pouvez poser des questions sur le chat, sur le fil de discussion. Et puis, donc, après l'intervention, je pourrai vous ouvrir votre micro pour que vous puissiez poser vos questions en direct aux intervenants. Merci. Oui. Bonjour, donc nous passons directement donc, au sommaire. Voilà. Donc, il se décline en trois grosses parties, qui est tout simplement là une présentation du projet, le contexte et les spécificités, les problèmes géotechniques rencontrés, et donc particulièrement sur les ouvrages intégraux, et les particularités des différentes approches au Royaume-Uni sur ce projet sur ce projet-là, justement, et les premiers retours en phase chantier, parce que le chantier a débuté.
Après une grosse partie technique sur la conception intégrale et semi-intégrale de ces ouvrages. Donc, je passe. Donc, présentation du projet, les généralités. Donc, je passe vite pour vous montrer que c'était une ligne qui est entre Londres et Birmingham. Hein, c'est une phase 2 qui doit s'étendre ensuite euh, jusqu'à faire la phase 2 sur. Je pense. Mais la phase 2, elle est laissée en attente, justement, en ce moment. Oui, jusqu'au nord, mais bon. Donc, c'est une vitesse en service de 330 km/h pour 230 km de ligne nouvelle. Il y a eu un appel d'offres qui a été lancé en 2016. Un scheme design, on expliquera après ce que c'est, qui a été fait de 2017 à 2020. Le detail design qui est en cours, pour nous très bien avancé et quasi terminé pour nos parties. Et une mise en service qui est prévue entre 2029 et 2033 pour un coût de 35 à 45 milliards de livres. Voilà. En dessous, il y a une idée du gain, en minutes, du gain sur le temps de parcours entre Londres et jusqu'aux différentes villes. Donc on voit qu'au maximum, Manchester, c'est le nom de la ville que je cherchais tout à l'heure. Donc c'est Londres pour Manchester qui est la plus longue, on gagne 28 minutes. Voilà. Donc, les généralités. Juste à noter que sur cette affaire, il y a une chose importante, c'est l'insertion paysagère. Une partie importante du linéaire étant des blés, et vous verrez, c'est assez contraignant, ou en tranchée couverte. L'objectif, c'est d'avoir une ligne aussi invisible que possible dans le paysage, et les déblais excédentaires, parce que du coup, il y en a de nombreux, sont utilisés pour faire les modelés paysagers, de façon à masquer au mieux les voies et les TGV. De la même façon, une acoustique est très étudiée et il y a un linéaire très important d'écran anti-bruit pour avoir une efficacité maximale. Au niveau de la sécurité, il y a un management des risques qui est très poussé et de nombreuses règles de conception ont été définies dans un objectif sécuritaire. Il y a des grosses barrières qu'on appelle parapets routiers sur les ponts-routes, la sécurité vis-à-vis des chocs pour le déraillement, et puis des dispositifs anti-effraction. Donc, on évoquera ça un peu plus loin. Le contexte organisationnel. Alors, c'est un petit peu différent, nous, dans le cadre d'ouvrages, d'affaires que l'on a souvent en France avec la maîtrise d'œuvre classique. Ici, déjà, c'est très compliqué parce que ça met il y a une interface beaucoup d'intervenants et d'interlocuteurs. Oui, on switch le micro parce que sinon. Désolé. Ah, c'est bon, oui, on a eu un petit souci. Donc, il y a un maître d'ouvrage, un constructeur et un constructeur. Donc, le designer est en charge de l'ensemble des études de conception de l'APD, ce qui est à peu près équivalent du scheme design, jusqu'aux études d'exécution, c'est le detail design. Le detail design, en gros, c'est la phase projet, plus ça va jusqu'aux études d'exécution, les plans d'armature, et nous faisons aussi les nomenclatures d'armature. Et le designer a la responsabilité de ces études. Okay. Il y a une mission visa, l'équivalent d'une mission visa, c'est pour ça que c'est entre guillemets, parce que ces études d'exécution, elles sont contrôlées par un independent check qui peut être externe ou extérieur suivant la complexité de l'ouvrage. On les classe en plusieurs catégories. Les notes de calcul, l'independent check ne reçoit pas les notes de calcul du designer. Il fait un contre-calcul systématique. Comment on fait pour... Ah, voilà. Les études, à noter, comme particularité aussi, les études ne se déroulent pas en parallèle des travaux. On produit l'intégralité des plans, et ils doivent être d'ailleurs checkés par l'independent checker. Et
avant que les travaux ne démarrent. Donc, du coup, c'est que s'il y a des remarques ou des reprises faites par le contrôleur, ça peut amener à beaucoup porter à beaucoup de modifications tout au long du projet. À noter que ce projet il est entièrement BIM, hein, et ce qui nécessite la réalisation de ces maquettes 3D. On a un processus de tagging qui est très lourd, hein. À noter aussi donc, les concertations. Les concertations avec les autorités locales et les concessionnaires, elles se poursuivent après le scheme design et tout au long du detail design. Et comme chaque autorité ou concessionnaire a un pouvoir bloquant, tant que leurs demandes n'ont pas été satisfaites, ils peuvent bloquer notre projet. Et du coup, ça amène au fur et à mesure pas mal de reprises et qui peuvent être répétitives sur le même ouvrage. Alors, les spécificités techniques, là, donc on commence à rentrer dans le dur du sujet. Donc, les standards du projet imposent des règles de conception avec des conséquences importantes sur la géométrie des ouvrages comparé au contexte français. Quelques exemples que vous allez voir en dessous. Nous, on voulait préciser que nous sommes intervenus sur le detail design d'une trentaine d'ouvrages, hein, sur cette ligne. Et le scheme design avait déjà été réalisé par un co-traitant du joint venture. Donc, bon, c'est un peu plus compliqué parce que du coup, on récupère la conception faite par d'autres et souvent, on n'aurait pas fait forcément la même chose. Donc, voilà. Alors, à noter que sur les ponts-routes, nous avons sur les voies, on a des longueurs totales des ouvrages courants qui sont très longues. Alors, parce que les pratiques anglaises, elles conduisent à des talus qui sont, comme vous voyez sur la figure à droite, qui sont très faiblement pentés. Et de la même façon, ils font des talus à 2 pour 1 ou 4 pour 1. Comme le 4 pour 1, je pense que c'est l'exemple que vous voyez dessiné. Ils n'utilisent pas, enfin, nous, il n'y a quasiment pas de talus à 3 pour 2. Et ils n'utilisent pas, comme nous avons pu faire des fois, des blocs techniques à 3 pour 2 sur des LGV en France pour réduire la longueur des ouvrages. De la même façon, les piles de part et d'autre de la voie, parce que souvent c'est des 3 travées, hein, donc les piles de part et d'autre, elles sont très, très éloignées des axes des voies pour éviter, on parlait du projet sécuritaire, hein, vous voyez, vous en voyez là, la preuve, pour éviter les risques de choc en cas de déraillement de train. Là, on a des valeurs, vous voyez, 15 mètres. En France, on aurait eu 3 mètres ou 4 mètres, enfin 4 mètres sur ou 5 mètres. Donc, tout de suite, on a des portées principales qui sont de 23 mètres ou 31 mètres. Alors que, par ailleurs, j'en ai déjà vu, moi, c'était plutôt 16 mètres en France. Ce qui donne après des longueurs totales qui peuvent être de l'ordre de 65 mètres et même plus, contre ce qu'on obtient en France, 35 ou 40 mètres. Voilà. Donc, voilà, je passe. Le gros sujet, c'est aussi la conception intégrale. Donc, avec l'objectif de diminuer au maximum les coûts de maintenance, les ouvrages courants, ils sont de deux types. Ou intégral, c'est-à-dire encastrement complet des piles et des culées dans les tabliers des ponts, hein, qu'ils soient les différents types de tabliers, on verra plus tard. Ou semi-intégral, c'est-à-dire que les piles sont encastrées, mais on garde des élastomères sur les culées. Par contre, il n'y a pas de mur garde-grève. C'est-à-dire le tablier est au contact du sol. Pour les ouvrages biais semi-intégraux, et donc sans mur garde-grève, il a été nécessaire d'ajouter une culée, sur les culées un appareil, un shear key, c'est en anglais, c'est un appareil pour bloquer les déplacements transversaux. Notez aussi que ça a à faire, les ouvrages et ponts routiers sont souvent en biais, c'est-à-dire que les tracés des voies n'ont pas été trop rectifiés pour être perpendiculaires, comme on cherche souvent en France pour amener à réduire les longueurs des ouvrages. Donc on a pas mal de biais, hein, même jusqu'à 46 degrés. Hein. Et le biais cumulé avec des piles intégrales, ça complique pas mal la conception des ponts. Vous voyez aussi, là, donc du coup, on a des parapets
qui remplacent, que nous, on a des barrières de sécurité comme en France. Ici, ils sont en béton et ils sont conception très lourde. Il y a eu des essais qui ont été faits pour les valider. Et ils sont de niveau H4A. Et du coup, ils sont dimensionnés avec des gros efforts et on a des problèmes, pas mal de problèmes pour régler aux nœuds, pour les nœuds à l'encastrement de ces parapets sur le tablier, avec tous les ferrailles qu'il y a pour faire le clavage. Donc ça, c'est bien. Et encore un ou deux remarques. On a évidemment des réseaux et ouvrages linéaires à faire passer. Et dans le contexte britannique, là, les échanges avec les concessionnaires, ils sont longs et complexes. C'est-à-dire que peu de réseaux ont été déviés en amont des études. Donc, nous, on doit en tenir compte et les intégrer à nos ouvrages, hein. Vous voyez, donc en général, quand on peut, comme vous voyez en bas, on les met dans les trottoirs. Sinon, ça fait des choses un peu particulières, comme vous avez sur la coupe au-dessus, avec des dalles inférieures. Parce que, par exemple, c'est des conduites de gaz ou des conduites d'eau qui doivent être isolées, disons, de la LGV qui est dessous. Et voilà. On a des fortes demandes sur de prendre en compte les souffles aérodynamiques. Donc, le client, il demande cela, mais en fait, ça n'a pas beaucoup d'influence, disons, sur les piles ni sur les tabliers des ponts, parce que vous avez vu la distance des piles et autres, ou même des murs de front. Par contre, ça a un impact qui n'est pas négligeable dans le cas des protections phoniques, qui sont très hautes, elles peuvent faire 4 ou 5 mètres, même 6. Et donc, le souffle aérodynamique peut être dimensionnant. Dans les remarques sur les viaducs, des viaducs ferroviaires, afin de limiter au maximum les interruptions de trafic pour les opérations de maintenance, les viaducs ont dû être conçus pour permettre le changement des appareils d'appui à peau, des appareils d'appui à peau fixes sous circulation. Donc, vous voyez, à droite, c'est un cas où, comme l'appui longitudinal pour reprendre le freinage est usuellement repris par l'appui à peau, comme on doit le changer, il est prévu un autre système, comme vous voyez à droite, pour retenir le tablier sous les effets du freinage. Donc là, on passe à la problématique géotechnique avec Julien. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je vais faire un focus sur les sujets géotechniques là, avec 4 sous-parties. Vous m'entendez? Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien, excusez-moi. Et donc 4 sous-parties. Donc je parlerai d'abord, je me concentrerai effectivement sur les ouvrages intégraux, en montrant les spécificités des ouvrages intégraux du point de vue géotechnique. Ensuite, j'irai sur les spécificités des ouvrages au Royaume-Uni. Et puis, pour continuer, je parlerai des spécificités cette fois-ci du projet étudié ici. Et puis, comme la phase chantier a déjà commencé, je ferai quelques retours sur la phase chantier. Je crois que le problème est que mes collègues de CETEC ne m'entendent pas. Et il faudrait qu'il y ait un seul micro ouvert, celui de Julien. Voilà. Peut-être ce que je propose, c'est que je partage mon écran. Et comme ça, ça va être plus facile. Tac. Est-ce que vous voyez mon écran? Alors, on voit un écran, je ne sais pas lequel c'est. Non, il faudrait que Aymen arrête le partage pour que vous puissiez le partager à votre tour. C'est ça. Alors, Voilà. Donc maintenant, vous avez la main. très bien. Bon, alors, donc, du coup, pour ma partie, c'est moi qui vais présenter. C'est bon. Très bien. Bon. Parfait. Désolé pour la difficulté.
passagère. Voilà. Donc, euh, si nous allons à la suivante, on va commencer par les spécificités des ouvrages intégraux de façon très générale, en dehors du projet précédemment cité, parce qu'effectivement, pour les ouvrages intégraux, les pressions ou la pression des terres derrière les culées d'ouvrages d'art, ces pressions des terres vont être différentes de celles qu'on va retenir pour un ouvrage classique, c'est-à-dire non intégral. Et en effet, il faut réestimer les pressions des terres en tenant compte que les déformations du tablier vont se répercuter sur les culées. Et donc en hiver, on va avoir globalement, pour simplifier, une contraction du tablier. Et du coup, on va avoir de la poussée principalement active qui va s'appliquer sur les culées. Et surtout, on aura une dilatation qui va venir buter contre les trains, les remblais derrière l'ouvrage. Et on va avoir une pression des terres qui va être bien plus importante que la poussée active et située entre les états de poussée active et de poussée passive quand également butée. Et donc, il faut estimer la pression des terres. Pour estimer ces pressions des terres, il faut prendre en compte certains phénomènes, et notamment le cyclique de la sollicitation qui est gérée par les variations, modifier le comportement des terrains de part et d'autre de l'ouvrage en compactant, densifiant les remblais ou les terrains à l'arrière de l'ouvrage au fil des cycles de dilatation et de contraction, de façon générale. Et quand on veut regarder ce sujet-là, d'abord du... Ah, je crains qu'on l'ait perdu. Problème de connexion. On va voir s'il peut se reconnecter. On essaie de le contacter en parallèle. Si sa liaison est faible, peut-être qu'il vaudrait mieux que vous gardiez le partage d'écran et qu'il soit juste en audio. Oui. Vous avez son téléphone pour le contacter? On est en train de l'écrire. Donc à la télévision, on dit que c'est les inconvénients du direct. Oui. On pourrait... Ouais, soit on avance avec la structure. Bon, c'est... La partie de Julien était plus générale et ça faisait une bonne introduction, mais s'il faut, on change un peu l'organisation. Et, Peut-être qu'on peut lui repasser la parole en fin de votre intervention. C'est de l'appeler sur Teams. Ok, donc j'avance un petit peu. Et donc, je prends la main sur les aspects un peu plus structure. Nous avons eu plein de sujets, comme un peu évoqué par Daniel en début. Mais du coup, pour la présentation, nous nous sommes concentrés sur les spécificités liées à la conception de ces ouvrages encastrés, donc la conception intégrale, estimée intégrale. Donc, Daniel a un peu parlé au tout début. Globalement, disons qu'on appelle intégrale la de conception dans laquelle le tablier est ancré monolithiquement sur ses appuis, que ce soit les piles ou les culées. Et donc, cela permet de se passer de joints chaussés et notamment des appareils d'appui.
Donc, le fonctionnement, in fine, de la structure est celui d'un portique monotravé ou multitravé. Et la conception semi-intégrale, c'est un peu une entre les deux. C'est-à-dire que souvent, soit on supprime les appareils d'appui, soit on supprime les joints de chaussée. Et donc, on voit les cas ici à gauche, qui est celui où on maintient les appareils d'appui, mais on a le tablier donc, qui vient buter contre le sol directement. C'est les cas les plus courants. Les deuxièmes étant celui où, en fait, on a plutôt un tablier avec une paroi pendulaire et on a du coup le joint de chaussée qui reste en place. Et celui-là, il est plutôt utilisé pas mal aux États-Unis, mais assez rare en Europe, disons. La conception avec, en revanche, de gauche étant celle qui est notamment privilégiée en Angleterre. Et dans ces cas, on voit la date de transition, elle est opportunément conçue pour reprendre les efforts dus à l'interaction sol-structure. Il y a un retour de genou. Donc, tout ceci a été décliné dans les projets dont on est question aujourd'hui, dont est question aujourd'hui, sur à la fois des tabliers de type mixte, acier-béton, ou des tabliers en poutres précontraintes préfabriquées à section AU, donc on appelle U-beams. On avait trois types de schémas structurels. Le premier, donc, que vous voyez en haut dans les images, c'est le cas d'un tablier à 3 travées avec, qui est intégral sur pile et semi-intégral sur un culé. Le deuxième, pour des portées un peu plus réduites, donc ça c'est en particulier c'est l'application sur un tablier précontraint, c'est le cas d'ouvrage complètement intégral, donc sur pile et sur culé. Et le troisième, c'est celui d'un tablier à une seule travée encastré sur ses culées. Donc, comme l'a dit Daniel précédemment, normalement, le choix du schéma structurel de la typologie a été arrêté au scheme design. Et quand on est arrivé en detail design, il y avait peu ou pas de possibilités de modification, sauf si en faisabilité avérée, et ce qui d'ailleurs été le cas pour un ou deux de nos ouvrages, au bout de plusieurs itérations par ailleurs. Alors, une particularité sur ce projet, c'est que, contrairement à la coupe que j'avais montrée ici, où en fait, on a une dalle de transition pour les abouts des culées semi-intégrales, sur le projet en question, la demande était de garder des joints de chaussée, de ne pas avoir de dalle de transition. Et en particulier, on nous a imposé deux types de joints, donc c'était les joints à revêtement amélioré, asphaltic plug joint en anglais, pour lesquels, comme vous voyez ici, ça c'est un extrait de la norme anglaise CD 357 qui un peu régit les caractéristiques, dans les caractéristiques pour les différents types de joints de chaussée routiers en Angleterre. Donc ces types de joints ont des capacités de distorsion et de déformation qui sont relativement faibles et qui a du coup contraint beaucoup fortement la conception et les études de nos ouvrages, notamment dans les cas d'ouvrages biais. On a des ouvrages semi-intégraux avec des biais qui vont jusqu'à 30 degrés. Et pour ceci, les problèmes de déformation des joints étaient importants. Et donc, ça a nécessité des échanges dès les phases amont des études exé avec les fournisseurs des joints, fournisseurs d'ailleurs que souvent n'étaient pas encore désignés. Pour chercher un petit peu les infos et les capacités, connaître les capacités spécifiques du fournisseur. Et donc, valider la faisabilité de notre conception. L'utilisation de ces types de joints a aussi pas mal contraint la géométrie de la boue du tablier, parce qu'on a dû rajouter ce qu'on appelle les nib en anglais, donc ce relevé béton monolithique avec le tablier pour la partie sous-chaussée pour remonter et reprendre donc passer de la section courante à la section sur joint. Et puis ici, vous voyez des coupes donc longitudinales au droit de la transition tablier-culé. Et donc là, on voit que le fait de ne pas avoir de dalles de transition a nécessité donc de trouver un autre principe qui permette voilà, d'avoir une transition relativement homogène de raideur entre le tablier et la culée. Donc cela a été fait, pareil, par un détail qui était standardisé sur tous les ponts de toute linéaire de cette infrastructure, pas que ceux conçus donc chez nous. Et donc, c'est ces blocs de béton non armés
et qui du coup sert d'appui urgent et de renfort de la première zone circulée. Et on a dû gérer évidemment tous les détails concernant le drainage, la traversée de réseau, les drainages capillaires sur chaussée, etc., etc. Si maintenant on s'intéresse donc au comportement, c'est ce que Julien présentera tout à l'heure un peu plus en détail. Donc là, vraiment ce qui est primordial pour ce type d'ouvrage, qui est l'interaction sur structure. Il s'agit en fait de tenir compte donc de l'interaction, comme le mot le dit, entre le tablier et les sols qui est juste à l'arrière. Parce que comme on le disait précédemment, notamment les variations thermiques, mais toutes les déformations longitudinales du tablier conduisent à des variations de l'intensité des pressions qui s'exercent à l'arrière, à ses extrémités. Et donc, notamment l'allongement du tablier met en butée les terres, et cela a conduit à des pressions qui en plus augmentent au fur et à mesure du temps, parce que il y a un phénomène, donc les phénomènes cycliques de contraction et de dilatation créent un compactage qui en anglais est connu avec le nom de strain ratcheting, le compactage du sol qui donc a conduit au final à une augmentation des pressions exercées en bout de tablier. Et donc, ceci est régi en Angleterre par la norme PD 6694 de 2011 et qui a constitué du coup la référence sur ce projet et qui nous a permis de déterminer les coefficients de poussée butée pour les différentes typologies d'ouvrages qu'on avait étudiées. Notamment, là, je vous ai mis quelques exemples. Donc, ceci est le diagramme de pression pour les ouvrages sous fondation superficielle et donc que ce soit avec un comportement principalement en déformation par translation, donc avec rotation à la base de la culée mur de front, ou alors avec une semelle sur le sol souple, et donc pour laquelle la rotation se fait carrément à la base de la semelle et c'est un mouvement de corps rigide. Pour ces deux typologies, donc, on peut définir un diagramme de pression qui est celui que vous voyez ici sur l'image à droite. Donc, on voit bien la pression de base et puis en fait l'incrément de pression dû au strain ratcheting avec l'éclat étoile qui représente en fait cet incrément de pression dû à ces phénomènes cycliques d'allongement, contraction répétée. Pour les fondations, pour les ouvrages semi-intégraux, c'est le même principe. Hein. Donc, on a réadapté le chemin appliqué aux fondations oculaires intégrales, sous fondation superficielle, mais cette fois-ci, l'incrément de pression n'intervient que sur la hauteur du tablier. Et en dessous, donc sur la hauteur de la culée, on a le même chemin de pression que pour un cas classique. Les choses se compliquent un petit peu quand on passe sur des structures en fondation profonde, en tout cas pour la plupart relativement souples, puisque dans ces cas, le point de rotation n'est pas connu et doit être déterminé par des calculs itératifs. Donc on doit trouver les points d'équilibre et donc les diagrammes de pression, que ce soit en expansion ou en contraction. Ici, il y a l'exemple de l'expansion, mais les mêmes phénomènes existent pour la contraction, doit être déterminé en faisant des itérations entre les calculs de structure et les calculs géotechniques. Et donc, la norme PD 6694, il y a un annexe A qui explique un peu le processus. Tout cela, évidemment, c'est quelque chose qui prend pas mal de temps. Et ce qui est relativement un peu, disons, compliqué à apprendre, ce sont un peu l'impact de chaque paramètre dans la réponse globale de la structure. En effet, ce qu'on peut dire de manière générale, c'est que plus l'ensemble, évidemment, appui plus sol est souple, et plus les déplacements sont importants aux extrémités du tablier. Et cela, évidemment, conduit d'une part à une réduction des efforts internes en fondation, mais en revanche, à l'augmentation des moments d'encastrement au niveau des connexions intégrales, que ce soit sur pile ou sur culée. Et puis, le fait d'avoir des déplacements qui sont importants augmente donc le phénomène de strain ratcheting, et donc les pressions des sols à l'arrière du tablier augmentent, et cela agit de manière défavorable pour la stabilité externe de ces fondations. À l'opposé, des systèmes de fondation plutôt rigides
permettent évidemment de mieux maîtriser les déplacements et donc réduire les pressions des terres à l'arrière, mais peuvent conduire à des infaisabilités en termes de ferraillage, puisque les efforts internes qui se développent sont tellement élevés que les nœuds deviennent impossibles à ferrailler. Donc l'équilibre est difficile à trouver il ne peut se trouver qu'avec des calculs itératifs et en maîtrisant au mieux les paramètres géotechniques, qui sont beaucoup nécessaires dès les phases amont du projet. Or, dans la pratique, étant donné que souvent on n'a pas le niveau de sondage géotechnique qu'on voudrait au moment où on démarre les études, ce que l'on fait, ce sont des calculs en fourchette, donc avec des valeurs basses et hautes à la fois des raideurs des sols, mais aussi des scénarios enveloppes sur les autres paramètres, comme par exemple certains phasages, des séquences d'exécution ou des propriétés du béton. Et alors, si on fait un focus maintenant sur ce qui se passe dans ces encastrements, donc ce qu'on peut dire, c'est que pour ce qui est du fonctionnement général de ces ouvrages, on a évidemment un comportement 2D, donc un portique, que ce soit en direction longitudinale, et ça on l'a vu précédemment sur les coupes longives, mais aussi, par exemple, dans les cas des piles à plusieurs fûts, on a aussi un comportement en portique transversal. Et puis, dans le cas d'ouvrage biais, on a aussi un comportement 3D de torsion d'axe vertical qui se développe à cause notamment des poussées de terre à l'arrière des culées. Et donc, ces poussées sont reprises par des coupes d'efforts horizontaux, soit au niveau des piles, soit au niveau des culées, soit les deux. Évidemment, ces efforts-là, la répartition des efforts dépend de la raideur relative entre les piles, les culées et les sols à l'arrière. Et plus les biais élevés, plus ces effets sont importants. Donc, on a dû aussi ce sont des actions qui peuvent être vraiment dimensionnantes, notamment pour les piles, pour les encastrements en tête des piles. Et comme pour des raisons de standardisation aussi, la géométrie de ces diaphragmes intégraux était figée par les projets et les coffrages étaient à peu près standardisés pour tous les ouvrages, cela a contraint notamment, beaucoup, a guidé beaucoup notre conception. Et on a dû essayer dans plusieurs cas de vraiment optimiser au mieux cet effet, les minimiser pour pouvoir, encore une fois, avoir quelque chose de réalisable et de ferraillable. Donc, comme disait tout à l'heure Daniel, notamment pour les ouvrages de biais avec un biais, disons, supérieur à 15 degrés, et avec des raideurs des sols faibles, ce qui était souvent le cas sur les ouvrages que nous avons eu étudiés, afin de minimiser les déplacements transversaux au droit des culées pour pouvoir pour avoir des déplacements compatibles avec les types de joints qui nous a été imposés, on a dû faire recours à des blocages transversaux. Et donc ici, c'est un exemple sur un des ouvrages UBIM avec un Cherki, donc un blocage transversal au milieu du tablier. Et ici, c'est un autre exemple sur un ouvrage composite à 3 travées. Là, pour le fait d'avoir déjà la largeur d'ouvrage plus faible et aussi des efforts transversaux moins importants, on a pu utiliser simplement un appareil d'appui à peau unidirectionnel. Alors, la particularité ici, c'est qu'étant donné que les sols exercent cette pression sur le tablier et qu'il nous a été imposé par le client de prévoir quand même de maintenir la circulation sur l'ouvrage, la circulation routière, aussi pendant la phase de remplacement des appareils d'appui, nous avons dû concevoir des dispositifs de blocage provisoires pour prendre les relais de ces appuis unidirectionnels de ce Cherki en phase de remplacement de ces appuis. Et donc, un peu comme pour les viaducs vis-à-vis des efforts longitudinaux, ici, nous avons dû intégrer des butées que vous voyez, par exemple, ici, c'est des bossages inversés qui sont solidaires des extrémités de tablier. Et là, on le voit, voilà, c'est les blocs que vous voyez ici, par exemple. Et ces butées-là permettent de l'insertion de vérins horizontaux, dans la direction transversale, qui reprennent donc l'effort transversal quand on remplace l'appui bloqué latéralement. On a eu tout de même une concession par les clients au bout d'un certain nombre avec un peu d'insistance, on a eu la concession de pouvoir considérer que les charges routières
standards et pas les convois exceptionnels pendant la phase de remplacement des appareils d'appui. Et déjà, ça nous a fait gagner un petit peu en termes d'effort. Et donc, avec un peu toutes ces choses en tête, donc voilà ce que ça donne en termes après de conception et de ferraillage. Alors ça, c'est le cas des tabliers mixtes. C'est pour un ouvrage intégral. C'est un gros portique de 15 mètres de large, donc un tablier mixte avec 6 poutres, vous voyez ici, et puis 60 mètres de portée, culé sur fondation superficielle. Le cheminement des efforts, globalement, les principes est le même pour tout type d'ouvrage mixte. Donc, les efforts, notamment les moments d'encastrement, transit des poutres via les goujons, au ferraillage du diaphragme que vous voyez ici, donc diaphragme intégral, et puis redescend du coup dans les culées. Les diaphragmes donc sont calculés comme des grosses poutres avec des efforts de torsion importants. Et donc, pour ferrailler vis-à-vis de ces efforts de torsion, ben, on a des aciers, des cadres et puis des aciers longitudinaux qui traversent les poutres longitudinales. Des aciers transversaux, donc longitudinaux dans le diaphragme, transversaux par rapport à la direction de l'ouvrage. Et donc, vous voyez ici tous les percements. Ça, c'est une vue de notre modèle 3D élément fini qu'on a dû réaliser pour étudier les pics des contraintes voilà, au droit des perçages. Ce qui complexifie un peu la chose, c'est que pour tous ces ouvrages qui sont biais, ben on doit tenir compte aussi du fait que les ferraillages longitudinal du tablier est parallèle à l'axe de l'ouvrage, et le ferraillage transversal est perpendiculaire à l'axe de l'ouvrage, alors que le ferraillage des diaphragmes, lui, suit les biais. Et donc, on a aussi une orientation différente des aciers qui complexifient. Donc, il faut tenir compte d'où la modélisation 3D de toutes les barres de ferraillage, y compris des manchons pour une question d'encombrement. Et là, vous voyez un autre exemple. Ça, c'est cette fois-ci l'encastrement sur pile du trépoussoir mixte que je vous ai montré tout à l'heure avec le blocage transversal circulé. Et donc, ça, c'est du coup la pile intégrale à 3 fûts. Et on voit encore une fois la densité de ferraillage et puis, du coup, l'orientation des aciers du tablier par rapport aux aciers du diaphragme. Afin d'utiliser un petit peu sur ces ferraillages. On vous montrer après un peu tout ce qu'on a mis en place. Les buts étant de trouver un compromis entre assurer un ferraillage, une section de ferraillage suffisant pour vérifier évidemment la résistance, la stabilité interne de ces éléments. À la fois veiller aussi à une bonne répartition des barres pour vérifier l'ouverture des fissures. Et puis, minimiser tout de même le nombre de barres traversant les poutres pour éviter de les fragiliser dans ces zones qui sont quand même critiques parce qu'on est sur des zones d'appui. À noter aussi que les poutres n'étant pas au même niveau parce que, à cause du biais, et les trous ne sont pas tous à la même position et par ailleurs, ils doivent aussi tenir compte du recouvrement entre les aciers. Et là, c'est là où voilà, la 3D trouve toute sa pertinence et son intérêt. Et ben, donc ça, c'était l'exemple pour un ouvrage mixte. Vous voyez que les poutres traversent le diaphragme. Et pour les ouvrages BIM, c'était une autre conception puisque les poutres précontraintes sont isostatiques et donc elles s'arrêtent au droit du diaphragme. Et donc là, je laisse la parole à Emmanuel qui va expliquer leur fonctionnement. On ne vous entend pas? Bon, c'est bon. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ah, pardon. Ok. Du coup, ouais. Donc, si tu peux revenir du coup, Valentina. Donc là, justement, c'est pour donner un focus sur la connexion entre travées sur un appui intermédiaire pour un ouvrage BIM. Donc, en fait, la connexion elle est assurée par ce qu'on appelle un diaphragme
qui est une poutre transversale qui permet de relier les poutres entre elles-mêmes et qui permet justement d'assurer la continuité des efforts entre travées et entre les fûts. Ce diaphragme, il est réalisé en deux phases. Une première phase avec ce qu'on appelle le crosshead et qui permet justement la pose des poutres lors de la phase chantier. Et puis une deuxième phase avec une section supérieure qui est collée justement qui est collée après la mise de la pose après la pose des poutres et la mise de ferraillage et pour assurer justement la continuité de ces poutres. Donc, en fait, le diaphragme, c'est c'est toute la section crosshead puis la cellule supérieure qui travaillent ensemble en phase définitive. Bien à dire qu'en fait, le diaphragme, il a une section, il a une hauteur bien importante, qu'on se retrouve avec un fonctionnement, ce qu'on appelle deep beam, donc en fait, les poutres volent, et qui nécessite justement certaines préconisations sur le draw code, notamment le ferraillage mini à respecter. Pour certains cas, on avait justement une section d'armature importante à mettre sur le diaphragme. On a dû justement chercher des pistes d'optimisation et parmi ces pistes-là, c'était de diminuer la rigidité en torsion du diaphragme à l'apparition des premières fissures en service. Voilà, donc diapo suivant. Et en ce qui concerne donc l'ancrage des poutres, donc ça c'était justement un sujet euh, de longue discussion avec les différents intervenants, designers, suppliers et les contrôleurs. Bien à rappeler que pour les ouvrages BIM, les câbles précontraints ils ne sont pas contenus sur appui et que les sollicitations ils sont repris avec des armatures passives et justifiées en section béton armé. Donc en fait, on avait deux possibilités pour en créer le moment positif. Donc soit on utilise des câbles non précontraints, non tendus, qui sortent de la semelle inférieure de la poutre au niveau du diaphragme, ou soit d'utiliser des armatures passives justement qui sortent de la poutre. Pour certains cas, on avait des moments positifs très importants à justifier et donc ça nous a ramené des sections d'armature très importantes. Et donc, la semelle de la poutre n'était pas suffisante pour accueillir ces armatures. Et sachant que le supplier de ces poutres n'était pas tout à fait d'accord avec le principe d'utiliser des câbles non tendus pour ancrer les moments positifs, donc on a dû chercher une autre solution et d'utiliser ce qu'on appelle des infill beams. Donc, en fait, les infill beams consiste à élargir la cellule supérieure du diaphragme en remplissant avec du béton les espaces à l'intérieur et entre les poutres. Et donc, comme ça, on a créé un volume suffisant pour mettre ce qu'il faut comme armature pour ancrer le moment positif. Voilà. Diapo suivant. Euh, alors, là, on va plutôt parler donc, ce qu'on appelle donc, la déformation gênée ou la maîtrise de fissuration sous la déformation gênée. Donc, bien rappeler qu'en Angleterre, ils utilisent ce qu'on appelle le guide SERIA. C'est un guide bien détaillé qui traite ce sujet-là et qu'on a dû l'appliquer sur nos ouvrages, effectivement, sur HS2 encastrés. Euh, donc, je passe rapidement sur les configurations qu'on avait prises en compte pour nos ouvrages. Donc, en fait, il y a ce qu'on appelle le end restraint. Donc, c'est comme ce qui est représenté donc, dans la première figure au milieu. Donc, quand on vient coller une section en béton entre deux sections précédemment collées, donc ça, c'est ce qu'on appelle le end restraint. Le edge restraint, c'est donc justement c'est quand on a une section coulée sur une section précédemment collée. Et puis on a le internal restraint qui est en fait qui est comment dire, qui est une formation interne dans la section et qui permettent ouais, qui permettent d'avoir des contraintes de traction à l'intérieur de la section. On a regardé justement, il faut regarder le CRIA donc à court terme et à long terme. Il faut justifier justement l'ouverture du fissure pour ces différents éléments et pour à court terme et à long terme. Bien à dire aussi que pour certains éléments, on avait du mal à justifier justement le CRIA et on a dû mettre une section d'armature très importante. On a dû aller faire des optimisations en modélisant les éléments concernés en 2D
et en appliquant la déformation, et puis on regardait la contrainte de traction dans l'élément concerné, et puis cherchant donc l'ouverture du fissure suite à cette contrainte, et ça nous a permis de réduire la section d'armature calculée. Voilà. Il y a aussi certaines optimisations qu'on a pu mettre, c'était par rapport au phasage. Et donc là, je laisse la parole à Valentina qui va parler des phasages optimisés. Euh, Oui, donc d'une part, on a agi effectivement sur tout ce qui était des formations imposées pour essayer d'assouplir, donc de réduire les raideurs et donc d'optimiser le ferraillage. Et puis, d'autre part, on a aussi réfléchi au phasage de bétonnage, notamment pour les tabliers. Ça, c'est un exemple avec, sur les mêmes ouvrages mixtes à 3 poutres que je vous ai présenté précédemment, pour lesquels donc on a étudié le phasage qui permettait, les points critiques étant les ferraillages des encastrements sur pile. Donc on a étudié les phasages qui permettaient de réduire les moments d'encastrement, quitte à augmenter un petit peu les moments sur travée, mais qui n'étaient pas critiques pour l'ouvrage. Et donc tout ça, évidemment, a dû être fait des concerts avec les constructeurs et trouver un planning à la fois en termes de séquences et aussi des durées des phases, de chaque phase de ferraillage et bétonnage qui soient en accord avec leur planning de travaux. Et donc là, typiquement, vous voyez le bétonnage de la travée centrale, après les 2 diaphragmes, les bétonnages de la partie des tabliers sur le diaphragme et puis chaque un bout de part et d'autre. Et ces phasages-là, en fait, ce n'est pas les mêmes pour tous les ponts. Il a été adapté à chaque fois à la géométrie de l'ouvrage et avec l'objectif de minimiser donc les efforts là où ils étaient les plus critiques à justifier. Et pour cela, on a un excellent exemple qui suit et que Hugo va présenter, qui est celui de cet ouvrage, ce magnifique ouvrage qui est presque un tunnel, mais qui reste un pont puisqu'il ne fait que 99 mètres de long. De large. De large. C'est long. De large. Donc une des hypothèses de base de modélisation, c'est que voilà, on utilise l'inertie brute des éléments de structure, donc l'inertie brute sans fissuration et sans participation des armatures. Ça, c'est la base de nos modélisations des éléments finis. Sur certains points critiques, on a optimisé, on a essayé de réfléchir plus loin sur quel était le comportement le plus réaliste possible en utilisant quelques éléments d'analyse non linéaire. Donc en prenant en compte, enfin une non-linéarité matérielle pour le coup, en prenant en compte une fissuration partielle des éléments béton. C'est vrai, on insiste sur le fait que ça a été utilisé de façon très ponctuelle sur les éléments les plus sensibles de l'ouvrage. Et notamment sur l'ouverture de fissure. Donc l'ouverture de fissure sous des formations imposées, que ce soit le retrait ou la température. Sur les ouvrages intégraux, ça nous donnait des ferrages qui étaient parfois beaucoup trop conséquents. Et donc l'exemple qui est affiché ici, donc c'est l'exemple d'un ouvrage routier assez similaire à celui que Valentina a présenté tout à l'heure. Donc c'est un pont à poutre mixte, alors qui est particulièrement large. Il a une largeur de 99 mètres, il a à travée unique 60 mètres, intégral complet, c'est-à-dire qu'il est monolithique avec ses appuis et avec des culées appuyées sur fondation superficielle. Voilà, donc ça c'est un exemple aussi différent entre Scheme Design et Detail Design. Où Scheme Design, on avait un mode de fondation sur une file unique de pieux, et on s'orientait sur des fondations superficielles au vu de la qualité de la géologie sur cet endroit-là pour appuyer cet ouvrage. Donc pour donner un ordre d'idée, hein, les poutres métalliques sur un tel ouvrage, c'était une hauteur totale de 2,50 m, si ma mémoire est bonne. Et 2,50 m, c'est un arrondi d'une quarantaine de centimètres d'épaisseur. Et il y en avait donc 34 des poutres métalliques. Et donc, évidemment, sur ce genre d'ouvrage, on a les effets longitudinaux qui ont été détaillés par ailleurs, avec la conception vraiment en portique monolithique, mais il y a aussi la dimension transversale, donc un bridage sur 99 mètres et des raideurs de sol qui sont quand même assez élevées et qui brident particulièrement les efforts. Et donc, sur ce genre de sujet, pour justifier l'ouverture de fissure, notamment transversalement, on a intégré notre modèle une diminution de l'inertie qui est liée à la fissuration, donc par analyse avec les déplacements imposés.
Et donc, c'est une analyse qui est assez, voilà, avec laquelle il faut prendre certaines précautions, notamment, on sait qu'on va avoir des zones qui vont être surferraillées avec les zones de recouvrement. Est-ce que le béton qui est tendu est vraiment complètement fissuré? Donc voilà, c'est un certain recul qu'il faut avoir avec ces analyses-là. Donc si on passe à la slide d'après. Et ça explique aussi une partie du phasage qui a été retenu par le constructeur. Donc il fallait trouver un équilibre entre quantité de béton qu'ils sont capables de mettre d'un coup sur l'ouvrage, parce que c'est important sur un ouvrage de 6 000 m² à peu près, et qu'est-ce qui était convenable en termes de comportement longitudinal et comportement transversal. Donc ce qu'on a fait, c'est un phasage en 3 parties. On a raisonné en trois ouvrages indépendants. Voilà, comme vous voyez sur l'image, c'est comme si on avait 3 ouvrages, un ouvrage à gauche, un ouvrage central, un ouvrage à droite, et parmi ces sous-ouvrages-là, on a phasé aussi longitudinalement vis-à-vis de la résistance des poutres métalliques, c'est-à-dire un premier plot de bétonnage au milieu pour acquérir l'effet mixte des poutres métalliques, éviter le déversement et puis après réaliser les plots latéraux, et ce phasage répété en 3 fois. Et le tablier, in fine, était réalisé en clavant ces 3 ouvrages sur 2 bandes de clavage. Alors pourquoi c'était important pour nous? C'est parce qu'en fait, au début, quand on commençait à modéliser cet ouvrage, on se rend compte que transversalement, on a des effets de bridage qui sont tels que le roudi est quasi fissuré partout, en fait, avec les effets de retrait et les effets de température. Alors pour un ouvrage en fonctionnement mixte, où on charge de la rigidité du roudi, c'était vraiment pas idéal, hein, concrètement. Donc l'idée, c'était de mettre en place ces bandes de clavage après la bonne prise du roudi, pour pouvoir contrôler la fissuration et considérer uniquement ces bandes clavées comme étant fissurées dans l'analyse globale et donc conserver la rigidité du roudi. Donc là, c'est un bon exemple de l'échange en termes de phasage qu'on a eu avec le constructeur sur ce type de sujet très spécifique aux ouvrages larges ou aux ouvrages intégraux. Voilà. Exact. Et donc, tout ceci conduit, voilà, disons, après à arriver à des solutions qui puissent être réalisables. Nous avons réalisé aussi parce qu'ils nous étaient demandés vis-à-vis de la partie de l'aspect des maquettes BIM, nous avons réalisé des cartographies avec les ratios d'armature pour certains des ouvrages les plus emblématiques parmi celles que nous avons étudiées, et qui résument un petit peu, voilà, les quantités de ferraillage selon les parties d'ouvrage. Et donc, Emen reprend la parole pour vous décrire un petit peu ces cartographies. Oui. Alors, dans le diapo, justement, on essaie de montrer donc, en fait, les ratios d'armature pour différents ouvrages composites ou BIM et principalement pour montrer l'impact de l'effet intégral dans les éléments. Donc, comme on le voit, par exemple, donc là, je prends le cas des U-beams, c'est-à-dire en fait que c'est la figure qui est à droite. Donc les ratios qui sont représentés par une ligne jaune, ce sont les ratios d'armature pour un ouvrage complètement intégral. C'est-à-dire, en fait, elle est encastrée sur pile et circulée. Et donc là, on voit bien que en fait, le ratio d'armature, il est quasiment enveloppe euh, par rapport aux ouvrages qui sont semi-intégrales. C'est qu'on a plus de ratio d'armature circulée, on avait plus d'armature sur les piles et sur le déclin. Pareil, si je prends le cas d'un ouvrage complètement intégral pour les composites, donc en fait là je reviens vers la figure gauche. Donc en fait ce sont les armatures qui sont représentées par la couleur jaune, par la couleur orange. Donc pareil là je retrouve des ratios d'armature importantes entre 250 et 300 kg par mètre cube pour la culée et supérieur à 250 kg par mètre cube pour le deck et pour le deckhand. Euh, Quoi d'autre? Ce que je peux dire aussi, c'est que donc là, si je rebascule vers la figure à droite, donc là, pour certains, pour le premier ouvrage qui est en bleu, donc, ce qu'on appelle le OBU1, on avait des sections d'armature, des ratios d'armature très importantes au niveau des diaphragmes, parce que c'était l'ouvrage là où on n'a pas appliqué l'optimisation due à l'inertie de torsion. Et puis on avait justement optimisé ce qu'il faut comme section d'armature, et puis
plutôt d'optimisation pour les autres ouvrages. Et donc là, ça nous a permis de réduire l'exclusion d'armature et d'avoir des ratios plutôt inférieurs à 250 kg par mètre cube. Voilà. Et donc, si on peut voilà, conclure sur au moins le REX structure pour ce type d'ouvrage, ce qu'on peut dire, c'est qu'évidemment, je l'ai raté, ces solutions ont des avantages qui sont indéniables en termes de maintenance, parce que, évidemment, en supprimant les appareils d'appui et les gros joints de chaussée, à la fois on réduit les coûts de maintenance, mais on réduit aussi la gêne à l'exploitation, notamment dans les cas de ces ouvrages qui franchissent la nouvelle ligne à grande vitesse. Cependant, le dimensionnement de ces structures est beaucoup plus complexe et plus long, donc ce qui fait augmenter les coûts et les délais d'études. Et aussi, étant donné le nombre de facteurs qui rentrent en jeu dans le comportement de la structure, il est souvent très difficile d'estimer avec des calculs simples quels seront les impacts d'éventuelles modifications de projet qui vont intervenir au cours d'études. Et on a eu les cas plusieurs fois pour lesquels on a dû reconcevoir et redimensionner complètement les ouvrages parce que les tabliers la largeur du tablier avait changé, on avait eu de nouvelles données géotechniques ou l'entreprise les constructeurs avaient décidé de modifier le phasage. Et donc, ça aussi, ça amène de la difficulté en plus. Aussi, d'après notre REX, nous pensons que ce type de choix reste pertinent pour des longueurs de travail qui sont quand même limitées, longueur d'ouvrage. Je dirais en dessous des 40 mètres à peu près, 40-50 mètres maximum, mais avec des biais plutôt qui ne dépassent pas les 15-20 degrés. Tout cela dépendant aussi néanmoins des conditions de sol et de la géotechnique. Et là, du coup, si Julien est parmi nous, je te laisse la parole pour expliquer un petit peu Alors, a priori, il tout est l'aspect reconnecté, donc il justement de devrait la Tout à fait. géotech, qui d'ailleurs a concerné évidemment ces ouvrages-là, mais aussi les ouvrages non encastrés, hein, notamment le problème de gonflement d'argile très présent sur ces projets. Tout à fait. Est-ce que Julien est là? Il est avec nous, Vous voyez mon écran? Moi, je peux garder la main sur la présentation si tu veux et tu On peut faire comme ça, oui. On peut faire comme ça. partages ton son. Oui, vous m'entendez, c'est bon? Oui, on vous entend. Vraiment désolé, une incompatibilité de logiciel avec d'autres logiciels installés. Donc, si on revient un peu dans la présentation, autour de la diapositive 18. Voilà, donc j'étais à la diapositive suivante. Tout à fait. Voilà, donc effectivement, pour étudier de façon expérimentale ce sujet, il y a eu des expérimentations en vraie grandeur et en laboratoire. Là, on voit quelques configurations de ces expérimentations. Une en vraie grandeur en haut à droite, avec des capteurs là, de pression qu'on voit derrière le tablier, et également des configurations en laboratoire qui permettent de voir en fonction du déplacement relatif entre la plaque ou le mur de fond du tablier et le sol derrière, l'effet des cycles et l'augmentation avec. Et donc, ces sujets-là, si on passe à la diapositive suivante, ces sujets-là, si on passe à la diapositive suivante, on va devoir en tenir compte dans le dimensionnement, qui va devoir tenir compte de ces sujets en regardant des déplacements prévisibles et également des phénomènes cycliques prévisibles, et que du coup, rapidement, les problématiques d'interaction sol-structure vont devenir nécessaires. Et quand on regarde ce sujet-là, quand on veut mettre en place de l'interaction sol-structure, il faut tenir compte du fait que si on a des problématiques de déplacement
imposées, et si on a des fondations rigides si on a des fondations qui sont soumises à des déplacements imposés, plus ces fondations seront rigides, plus on aura des sollicitations importantes dans les éléments de fondation profonde. Donc on va observer ce phénomène d'abord si par exemple très simplement on impose un déplacement en tête d'une fondation profonde, c'est le schéma qui est en haut à droite, plus le sol est raide, donc c'est ce qu'on voit ici au travers des modules qui représentent le sol, plus les sollicitations sont importantes dans la fondation. Et ce phénomène-là, on va le retrouver pour des fondations d'ouvrages intégraux, si on a des raideurs plus importantes, sous l'effet des déplacements imposés par le tablier, plus les raideurs du sol sont importantes, plus on va avoir des sollicitations importantes. Ça veut dire que maintenant, avec des ouvrages intégraux, on ne sait plus si des paramètres mécaniques des terrains faibles ou élevés sont défavorables. Et ça va conduire, comme il a été déjà dit tout à l'heure, à devoir mener les modélisations d'interaction sur la structure avec des estimations prudentes basses, mais aussi hautes des paramètres mécaniques des terrains. Donc une certaine complexité de la modélisation. Si on passe à la diapositive suivante, par rapport à la conception générale de ces ouvrages, il faut également indiquer qu'il n'y a pas forcément de texte de référence au niveau français. On a l'habitude d'utiliser les recommandations suisses en France, mais là, dans le cadre de ce projet-là, qui se situe en Angleterre, c'est le Publish Document 1694-1 qui a été utilisé et qui a déjà été évoqué précédemment. Voilà. Et ces différents documents de référence, pour l'instant, je n'ai pas spécifié le terrain, la géographie d'application. Ces différents documents de référence, ils vont s'ingénier à préciser notamment comment déterminer les pressions des terres, on va dire de façon normative, derrière les culées des ouvrages. Donc là, on retrouve par exemple ce qui a déjà été présenté tout à l'heure dans le PD 6194 anglais, mais on voit qu'on a également d'autres documents dans différents pays, en Allemagne, en Suisse, au Canada, qui vont proposer d'autres façons pour regarder ces pressions des terres intégrales. Si on continue, il y a d'autres problématiques qui vont être soulevées par les ouvrages intégraux, donc notamment dans le cadre d'ouvrages biais, qui était une configuration rencontrée fréquemment sur le projet décrit. On va avoir des problématiques d'efforts additionnels transversaux liés au biais, et également du point de vue géotechnique, des pressions des terres qui ne sont plus homogènes derrière les culées des ouvrages, mais qui vont dépendre de la position derrière la culée de l'ouvrage et qui nécessite, pour être finement regardé, des modélisations en 3 dimensions, comme on peut le voir ici dans un extrait de calcul en éléments finis, avec un certain biais qui conduit à des déplacements et des pressions des terres plus importantes d'un côté. Si on continue également, un sujet qui peut sembler assez secondaire par rapport au sujet précédent, mais également des vraies problématiques par rapport à la détermination des pressions des terres derrière les culées intégrales si on a des murs en retour, parce que si on a un ouvrage qui n'est pas intégral, on sait facilement calculer la pression des terres sur les murs en retour. Par contre, cette pression des terres, elle va être modifiée dans le cas d'ouvrage intégral. Déjà, si on a un ouvrage intégral non biais, c'est le cas du milieu, on va avoir l'état de contrainte derrière la culée intégrale qui va être modifié, en particulier quand cette culée intégrale va être associée à un tablier qui se dilate. Et du coup, on a des pressions des terres augmentées sur les murs en retour de part et d'autre. Voilà, parce que la pression des terres, la poussée active, on la calcule en supposant que les terrains vont pouvoir se déplacer librement vers les murs. Et du coup, la présence de la dilatation vient augmenter la contrainte à l'intérieur des terrains et du coup limite la liberté de déplacement des terrains derrière les murs. Et ce sujet-là, il va être encore exacerbé quand on va s'intéresser à un ouvrage intégral biais, parce que là, on voit un peu qu'en plus du phénomène précédent, on va avoir la pression que va appliquer la culée qui va se retrouver plus ou moins directement sur le mur en retour en arrière de. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les problématiques générales. Et après, on peut s'intéresser
aux spécificités qu'on va avoir cette fois-ci dans une application sur un projet qui se situe au Royaume-Uni. Donc effectivement, pour traiter ce sujet-là, on va faire référence au document précédemment cité, le PD 6694, mais aussi de façon générale à l'Eurocode 7 partie 1 qui va dire beaucoup de choses sur ce sujet. Ce qu'on peut dire, c'est que quelle que soit la typologie d'ouvrage, on va avoir une pression des terres qu'on va calculer avec le PD 6194 qui va tenir compte du déplacement attendu du tablier. Comme le déplacement n'est pas forcément constant sur la hauteur de l'élément en contact avec les terrains, on va prendre en compte comme déplacement, on va dire représentatif, le déplacement à mi-hauteur de la partie qui se déplace vers le terrain. Qu'on va noter des primes D, c'est juste ce paramètre-là qu'on va retrouver dans les formules. Et puis après, on va avoir plusieurs approches selon la façon qu'aura l'ouvrage d'accommoder les déplacements thermiques imposés. Et c'est pour ça que, selon cette façon d'accommoder les déplacements thermiques imposés, on va retrouver différentes répartitions des pressions et différentes formules à utiliser. Mais ce qui est important, c'est de savoir si l'ouvrage va accommoder les déplacements en translation, c'est le cas qui est présenté en bas à gauche, donc dans le cas d'une culée semi-intégrale sur appui. L'ouvrage va accommoder les déplacements en rotation ou en flexion, ce qui fera appel aux différentes répartitions de pression qui sont présentées maintenant à droite. Donc, on a au milieu l'exemple d'une culée intégrale sur fondation superficielle. Voilà. Et pour finir, on a le cas d'une culée intégrale sur pieux qui va accommoder les éléments en flexion et qui va poser des problématiques supplémentaires parce que cette fois-ci, la à se déplacer vers le terrain n'est pas connue et donc il va falloir la déterminer dans le cadre du calcul. Et pour finir, par rapport à ce sujet-là, il y aura des dispositions complémentaires pour les sols flottants qu'on utiliserait derrière les ouvrages. Et ça tombe bien, on va dire plutôt que ça tombe mal, puisqu'on va utiliser préférablement des matériaux granulaires pour réaliser les remblais d'accès aux ouvrages. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça, le sujet, ça va être de déterminer les petits coefficients là, de pression des terres qui interviennent dans ces différentes formules. Ce qu'on voit, c'est que plus les déplacements seront importants, plus on aura des coefficients de pression là qu'on va appliquer, la K étoile D, qui seront importants également. Alors là, ce qui va être intéressant, c'est de coupler ça avec la façon de considérer la sécurité en géotechnique en Angleterre. Et donc, si on passe à la diapositive suivante, là, effectivement, il faut faire le lien avec les approches de calcul qui sont présentées par l'Eurocode 7, qui indiquent comment on va tenir compte de la sécurité dans le calcul géotechnique. Et donc, il y a en Europe 3 approches de calcul. Nous, en France, on va utiliser principalement l'approche de calcul 2, mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment font les Anglais qui vont utiliser l'approche de calcul 1. Et cette approche de calcul 1, elle va avoir la particularité de comprendre systématiquement deux calculs distincts. Et ces calculs distincts, en quoi ils vont consister? Ils vont consister d'une part à faire porter dans la première combinaison du calcul 1 la sécurité sur les actions. Très bien, ce n'est pas forcément important cette partie-là. Mais il y a un deuxième calcul qui va consister à faire porter la sécurité sur les paramètres, sur les propriétés mécaniques des matériaux qu'on va utiliser dans le calcul. Et donc, on va utiliser, c'est la combinaison A2 plus M2 plus R1. Et ça veut dire qu'on va venir pondérer directement les paramètres qu'on utilise dans les calculs par le coefficient M2, là, qui varie entre 1,25 et 1,4. Et pour nos ouvrages intégraux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va utiliser comme paramètre descriptif des matériaux derrière les culées, en l'occurrence l'angle de frottement. Cet angle de frottement, on va le pondérer par 1,25. Mais attention, pour les ouvrages intégraux, quand la pression des terres est défavorable, et si par exemple on regarde la poussée active, on va diviser l'angle de frottement pour maximiser par exemple la poussée. Mais si maintenant on regarde la butée, pour capturer la butée qui peut être également défavorable, on va augmenter l'angle de frottement du matériau. Et donc ça, c'est assez particulier parce qu'encore une fois, on se trouve dans un cas où ça n'est pas forcément le terrain le plus mauvais qui conduit aux résultats les plus défavorables. Voilà. Et donc maintenant, si on regarde comment on va appliquer ça en pratique, on va calculer la pression des terres à partir de l'angle de frottement. Très bien.
Et après, l'idée, c'est quel angle de frottement on retient. Alors, autant c'est facile en géotechnique de dire j'ai un angle de frottement qui est égal au moins à 30, 32, 35 degrés. Ça, c'est facile. Par contre, donner maintenant une valeur haute pour l'angle de frottement, ça devient beaucoup plus d'abord difficile et aussi c'est beaucoup plus rare. En tout cas, l'idée dans le cadre de ce projet, ça a été de présélectionner des matériaux avec un fuseau de valeur pour l'angle de frottement interne. Et typiquement, il a été imaginé en étude sur la base d'expérimentation déjà en laboratoire qu'on était capable de fournir un matériau qui avait un angle de frottement qui était contraint, non seulement qui était suffisamment bon, supérieur à 35 degrés, mais qui est resté également inférieur à 42 degrés. Et avec cet intervalle d'angle de frottement et en appliquant ensuite la sécurité, donc la sécurité, ça va conduire à diviser la valeur basse par un 25 quand celle-là est défavorable, à multiplier la valeur haute par un 25 quand cette fois-ci c'est la valeur haute qui est défavorable. Et ça va conduire, donc c'est ce qu'on voit dans le tableau ici, à avoir des valeurs d'angle de frottement effectivement considérées dans les calculs qui deviennent relativement étendues, qui vont varier entre 29 et 48 degrés. Et ce que ça veut dire derrière, c'est qu'on va avoir par exemple des coefficients de butée qui vont devenir potentiellement très élevés et dont on va devoir tenir compte dans le cadre de la détermination de la pression des terres derrière les ouvrages. Donc, c'est ce qu'on voit effectivement sur le la figure qui est présentée à droite, qui reprend les éléments du tableau. On a des coefficients KPT là, qui peuvent atteindre jusqu'à 18. Et donc, en fonction du déplacement, on va mobiliser de façon assez conséquente cette valeur du coefficient de butée. C'est une particularité d'une part des ouvrages intégraux et d'autre part de la façon d'appliquer la sécurité dans la façon de justifier les ouvrages géotechniques en Angleterre. Voilà. Et pour finir, tout à l'heure, j'avais indiqué qu'il y avait des particularités pour les culées intégrales sur pieux. Particularité d'abord parce que les culées vont fléchir sur quelle hauteur on va avoir des phénomènes de compactage des terrains à l'arrière de la culée. Et pour compléter ce sujet-là, on va tenir compte du fait que la raideur des terrains à l'arrière des culées va augmenter avec le compactage cyclique. Donc ça va être important parce que ça veut dire qu'au fur et à mesure des dilatations du tablier, on va mobiliser de plus en plus rapidement la butée derrière les ouvrages intégraux. Et donc, il va falloir effectivement mettre en place, dans ce cas-là, des procédures d'ISS interactives pour tenir compte des effets de ce compactage cyclique et redéfinir les pressions des terres derrière les ouvrages intégraux. Et quand je dis derrière, c'est effectivement derrière quand le tablier se dilate. C'est le graphique qu'on a ici en bas à gauche. Mais on va également avoir la même problématique quand cette fois-ci le tablier se contracte. On va avoir du compactage cyclique devant quelque part la butée de la culée, avoir des pressions des terres qui sont sensiblement modifiées du fait du comportement intégral de l'ouvrage. Voilà par rapport aux problématiques associées aux ouvrages intégraux. Je voulais mentionner également des spécificités par rapport à l'application, on va dire cette fois-ci, de l'Eurocode 7 partie 1 en Angleterre. Ce qu'on peut noter, c'est qu'on a des règles de prévision de la résistance et du comportement des ouvrages géotechniques en général qui sont basées beaucoup sur les essais en laboratoire. On n'a pas de méthode directe, on va dire à la française, j'aurais pu mettre ça entre guillemets, qui permettent de passer directement d'essais in situ, d'essais pressiométriques à la portance des éléments. Ça va avoir des conséquences parce que le fait d'utiliser des essais en laboratoire, ça va être vrai pour des règles de la prévision de la portance, ça va être vrai également pour la prévision des déplacements. Et pour les déplacements, notamment, comme on n'a pas un outil qui est couramment utilisé, on a des lois de réaction utilisées qui sont très ouvertes. Il n'y a rien qui est figé, il y a beaucoup de latitude sur les lois qu'on va utiliser. Donc là, je montre un peu la forme des lois qui peuvent être moins simples et moins systématiques que ce qu'on aurait dans la pratique française. Mais la conséquence derrière, c'est qu'on a bien des incertitudes qui sont plus élevées que celles qu'on a dans les méthodes couramment utilisées en France. Et ça va se traduire par
un certain nombre de choses, et en particulier ces inquiétudes, on va les retrouver dans la façon dont on va traiter les ouvrages intégraux, pour lesquels on ne sait pas si c'est les paramètres faibles ou élevés qui vont être dimensionnants. Et en tout cas, on va trouver des niveaux de sécurité qui sont importants par rapport à ceux dont on a l'habitude en France. Et puis, il y a un point particulier qu'on aime bien quand on est géotechnicien, c'est qu'on va avoir un recours des essais de chargement en phase travaux, des essais de chargement des pieux en vraie grandeur, qui va être beaucoup plus systématique. Et donc, finalement, ça a bien des conséquences sur les ouvrages intégraux. Voilà. Alors après, le temps passe vite, donc j'avais juste 3 diapositives sur les spécificités du projet du point de vue géotechnique. Juste pour indiquer que, effectivement, mais ça a déjà été un peu dit, du point de vue géologique, les spécificités, c'était vraiment qu'on était dans des formations argilo-marneuses liasiques, voilà, sur des épaisseurs très importantes. Et ça a d'abord pour conséquence qu'on va avoir beaucoup de fondations profondes, mais on va également avoir, pour les ouvrages qu'on a décrits jusqu'à présent, des déblais qui atteignent des profondeurs jusqu'à 20 mètres, et donc qui, en plus du caractère, vont être associés à des problématiques de gonflement, c'est-à-dire des terrains qui vont remonter et venir appliquer des efforts parasites sur la structure. Dans le cadre de ce projet-là, la sismicité n'est pas une problématique importante du point de vue géotechnique. Si on continue, donc effectivement, on avait des problématiques de soulèvement, juste pour donner des ordres de grandeur, par rapport à des déblais qui font 20 mètres de profondeur. On s'attend à avoir 20 à 30 cm de déplacement ascendant qui vont se produire sur la vie de l'ouvrage. Et en plus, comme on vient ouvrir des déblais, on a des déplacements horizontaux vers l'intérieur de la fouille qu'on est venu ouvrir. Donc, on voit bien qu'on a des efforts à parasites conséquents, des efforts parasites dont la cinétique va être étalée dans le temps, juste pour noter que c'est des sujets qui ont fait l'objet d'expérimentations en vraie grandeur dans le cadre du projet pour essayer de confirmer, d'être plus précis sur la prévision de ces déplacements. Une dernière diapositive sur les spécificités du projet ici, pour indiquer que les différents sujets sont bien liés. On a une conception intégrale, on a des déblais dans des matériaux argileux importants. Par ailleurs, il y a la volonté initiale de privilégier des phasages de construction qui permettent de maintenir la circulation. Et tout ça va venir finalement exacerber les effets du gonflement ou du soulèvement des matériaux argileux. Voilà. Mais c'est notamment vrai du fait de la conception intégrale des ouvrages. Voilà pour les spécificités du projet. Et une toute dernière diapositive pour faire part de quelques premiers retours en phase chantier. Le premier sujet par rapport aux ouvrages intégraux, c'est que pour que ça marche bien, il faut avoir un matériau dont on arrive à maîtriser l'angle de frottement, dont on arrive à maîtriser la résistance. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est facile à faire sur le papier. On se rend compte que sur le terrain, à grande échelle, avec des grandes quantités de matériaux. Tout à l'heure, on a vu un ouvrage qui faisait 99 mètres de largeur. Pour avoir ces quantités de matériaux et être capable, dans le temps, d'assurer des bonnes qualités de compactage, c'est très difficile parce que soit le matériau il a un angle de frottement qui n'est pas trop important, mais alors on n'arrive plus à le compacter et tout simplement avoir les caractéristiques requises pour ensuite faire passer les structures de chaussée, ou alors c'est l'inverse. Et ça, vraiment, en vrai grandeur, ça marche difficilement. Et puis le deuxième point, c'était pour montrer tout à l'heure que, comme je le citais, on a beaucoup d'essais de chargement statique sur fondation profonde. Ces essais sont systématiquement réalisés en phase travaux. Il y a déjà certains essais, des essais de chargement statique préalables qui ont été réalisés en phase étude, mais ils sont complétés par des essais qu'on va dire de contrôle, c'est-à-dire en phase de construction. Et donc, il y a environ un essai pour 130 pieux de l'ouvrage. Et ces essais ils sont réalisés soit sur des pieux de l'ouvrage, soit sur des pieux supplémentaires qui sont réalisés lors de la phase travaux. Et pour tester ces pieux, qui ont vraiment des dimensions qui peuvent devenir importantes, on peut utiliser des techniques de chargement. On va venir intégrer le dispositif de réaction, c'est-à-dire que les vérins ils vont être mis en place à l'intérieur du pieu et la partie supérieure du pieu va servir de massif de réaction pour la partie inférieure et réciproquement. Donc, c'est des essais qu'on appelle essais réalisés avec la cellule d'Osterberg et ça permet d'avoir des courbes de chargement doubles. C'est ce qu'on voit dans le dernier des graphiques en bas à droite où on voit la courbe de chargement de la partie supérieure et la courbe de chargement de la partie inférieure. Et ces essais-là, ils vont permettre de confirmer la résistance, mais aussi, ce qui est très intéressant, c'est de confirmer la raideur axiale de ces fondations qui s'avère
un sujet important, en particulier dans le cadre de conception intégrale. Voilà Je pour la pense que nous partie en avons fini. géotechnique. Donc, ça a pris un peu plus de temps que prévu, mais On a, merci à tous pour nous avoir on a un- écoutés. on a un peu explosé les délais, mais on a eu quelques petits problèmes techniques à résoudre. Alors, je vais passer la parole à Rémi Chauvin qui a une première question qui concerne plutôt l'origine un peu vis-à-vis de la maître d'ouvrage. Vous pouvez poser votre question en direct. Monsieur Chauvin? Oui, est-ce que vous m'entendez là? Oui, c'est bon, Oui. allez-y. Ah oui. Bonjour, merci de me laisser la parole. Oui, j'avais juste une question parce que au début de la présentation, vous aviez indiqué que du coup, vous aviez eu une interdiction, une contrainte en fait de ne pas faire du moins de dalle de transition à l'arrière, ce qui nécessitait du coup une adaptation du tablier. Et j'avoue que j'ai pas bien compris en fait voilà, pourquoi cette demande en fait du maître d'ouvrage. Et je voulais savoir si vous pouviez Non, revenir pas bien dessus. compris non plus, mais je vous rassure, nous n'avons pas tout compris sur ce projet. Euh, en fait, ce qu'ils nous ont dit, ben, nos collègues qui étaient là au Scheme Design, donc des autres joint ventures, c'est que ben, ça se fait pas trop en Angleterre apparemment, la transition. Et du coup, la solution qui a été proposée, qui date du scheme et qui a été après réadaptée au detail design, est plutôt ce qu'ils ont l'habitude de faire chez eux. Mais effectivement, venant de la France, c'était assez étonnant comme disposition. Je ne saurais Ok, pas donc dire plus. plutôt une Désolée. différence culturelle. Oui, vraiment, ouais. Comme sur beaucoup Ok. d'autres choses, hein, on a fait. Ça, c'est un petit extrait qu'on vous livre aujourd'hui, mais effectivement, on a eu pas mal de sujets sur lesquels vraiment des différences de pratiques se sont fait sentir. Ouais. Ok, merci. Et merci pour le reste de la présentation, c'est passionnant. Alors, il y a aussi une question de Samir Hachami, mais je la pose directement, c'est une question courte. Je ne sais pas si vous avez la réponse, c'est par rapport à la date prochaine de publication d'un guide de conception pour les ouvrages intégraux par le CEREMA. Alors, ça me donne l'occasion de dire qu'a priori, on se dirige vers un autre webinaire jeudi de la FGC en fin d'année, décembre ou janvier 2005, avec justement des personnes du CEREMA et des personnes sur l'expérience suisse sur les ponts intégraux. Mais peut-être que vous avez des infos sur le guide du CEREMA de votre côté. Non, moi, Je sais qu'il est en étude. ouais, on sait que ça devait apparaître dans les mois qui viennent. Oui, j'avais compris, bon, c'était prévu pour cette année. Mais ça sera du coup d'autant plus intéressant enfin, pour nous, du moins, qui avons fait l'expérience des pratiques anglaises, sachant que pour le coup, ben, le CEREMA a plus l'habitude d'utiliser justement l'approche suisse avec les guides de l'OFRU qu'on avait aussi utilisé sur certains de nos ouvrages intégraux en France et qui simplifie pas mal de choses sur certains aspects, notamment en calculatoire. Donc, ça sera, je pense, intéressant aussi pour voir quelles sont un peu les plages et les limites qu'ils donnent à ce type d'ouvrage. Voilà, bah, écoutez, on aura sans doute des réponses dans cet prochain épisode de webinaire. Alors, je vais passer la parole à Bernard Jacob qui avait deux questions. Oui, moi, les questions, c'est de savoir si on savait déjà à ce stade ou pas quelle entreprise fournira le matériel roulant et la signalisation et quelles sont les entreprises qui réaliseront les travaux, notamment de génie civil et de voirie. Je pense que c'est pas, les marchés ils sont pas attribués pour ce qui est l'armement des voies, pour le matériel. Matériel roulant, je Non, pense. je sais pas. Non. On a décidé. Comme génie civil. Comme j'ai fait, oui. On sait qu'ils sont des constructeurs. Non, mais là c'est pour le matériel roulant et la signalisation. Non, c'est pas. Je pense que c'est pas attribué. Enfin, c'est pas attribué encore.
Non, mais par contre, enfin, pour les ouvrages routiers, enfin, même en termes de génie civil, on était en interface avec les constructeurs. Après, pour tout ce qui est, bah, du coup, on avait les fabricants, les fournisseurs des joints de chaussée, d'appareils d'appui, qui n'étaient pas les mêmes d'ailleurs selon les ouvrages. On avait aussi les charpentiers, qui n'étaient pas les mêmes selon les ouvrages. Par contre, pour tout ce qui est après chaussée et pour les viaducs, matériel roulant ou signalisation, etc., pas encore. D'ailleurs, même pour les supports caténaires, par exemple, sur nos tabliers, on a dû prendre des hypothèses et des dispositions pour pouvoir venir approcher des caténaires, mais sans connaître précisément encore l'endroit sur la linéaire où se trouveront les caténaires. Ce qu'on peut dire, c'est une voie sans ballast, c'est une dalle béton. Oui, ça oui. Mhm. Alors, il y a Monsieur Ketfi qui a levé la main. Je ne sais pas si c'est une erreur, s'il a une question. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Parfait. Oui, j'ai une petite question là, parce que tout à l'heure, vous aviez parlé de moments positifs au niveau des encastrements, et en disant qu'il n'y avait pas de la place pour mettre les armatures, et que vous aviez prévu de noyer de la matière pour pouvoir loger ces armatures. Donc, j'ai pas bien compris comment on peut diffuser l'effort à partir du bas de la poutre et pouvoir prendre en compte une largeur plus grande pour pouvoir insérer plus de barres. Du coup, j'aimerais bien avoir une explication sur ce détail qui est intéressant. Parce que les talons des poutres en pras, généralement, sont très restreints, effectivement, et c'est blindé de torrent, donc on n'a pas de place pour mettre des barres passifs. Et pourtant, les critères Eurocode, sous SLSQP ou sous SLS fréquent, sont quand même assez durs, hein, une ouverture de fissure. Comment on fait pour justifier ces zones-là sans avoir à élargir les talons? Coupe ton micro, on va rester les miens parce que sinon on va priver. Je te laisse la parole après, Hélène, mais je pense que déjà, en fait, les poutres, c'est des poutres à section AU, c'est pas celles qu'on a l'habitude de voir en France. Je vais répondre une coupe transversale si je la retrouve. C'est comme si le diaphragme est rentré dans chacune des poutres. Oui. Et du coup, la question c'était sur le fait de, entre guillemets, enfin, l'astuce qu'on a trouvé d'élargir les diaphragmes, cette solution-là d'infibine, c'est ça? Oui, Comment c'est on a ça, fonctionné? tout à fait. Tu peux conseiller, Oui. Après, ce que je peux dire aussi, c'est qu'en fait, on a toujours laissé certaines barres d'armature qui sortent de la semelle intérieure de la poutre, mais c'est pas toute la section d'armature calculée. Ça veut dire, en fait, les barres qu'on avait prévues dans ce qu'on appelle des modules. Donc, en fait, Excusez-moi, je crois qu'il y a un problème de son, hein. On vous entend pas très bien, mais je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais... j'ai pas ça. Ah voilà, c'est un peu mieux, oui. Ça tire mieux. C'est pour ça qu'il faut inverser les micros, c'est bien. Merci. Du coup, je peux répéter. Donc, en fait, ce que j'ai dit pour ce cas de figure, on avait prévu quand même des sections d'armature dans la semelle des poutres justement qui sortent et qui sont ancrées dans le diaphragme. Mais il n'y a peu que ça pour justement avoir les sections qu'il faut calculer pour prendre le moment positif. Bah, du coup, on a aussi le cadre qui est là, qui est en rouge et qui est dans la cellule supérieure du diaphragme. Après, j'ai pas entendu justement la question dès le début, mais je sais pas si c'était par rapport à la fissuration, c'était par rapport à... Oui, il y a sur ce type d'ouvrage, on a des moments positifs et négatifs. Donc, Oui, ce que je comprends, le moment positif pour vous, c'est la fibre 1, enfin, n'est-ce pas, hein? exactement. Oui, c'est ça. Donc, le moment négatif, il n'y a pas de souci. On a une dalle, donc on peut mettre les barres. Mais en dessous, comme on a des talons avec des largeurs assez restreintes, et comme il y a énormément de torrents, donc les torrents sont souvent concentrés en bas du fait que ça soit isostatique au début, j'imagine. Et en fait, comment on fait pour ajouter des barres et arriver à justifier cette zone d'about où il y a généralement énormément de problèmes parce que le moment est très fort et les torrents n'ont pas suffisamment diffusé. Donc en fait, c'est une zone de béton armé où il n'y a pas de place pour mettre des barres, en fait. Et je voulais savoir s'il
C'était quoi votre astuce pour arriver à justifier l'ouverture de fissure dans cette zone-là? Oui, effectivement, et donc et effectivement, c'est pour ça que nous, on a ajouté donc en fait, la cellule supérieure du Infibim. Donc en fait, c'est tout un volume en béton qui est collé en fait, dans le U et d'avoir suffisamment de volume de béton pour venir mettre de ferraillage et justifier la section d'armature calculée. D'accord, donc si on prend C'est vrai coupe que, c'est si vrai on que coupe le la moment coupe, positif sur appui a été très important. Et oui, c'est pour ça que nous, au début, on partait sur la justification avec des câbles qui ont une résistance très importante en traction. oui, Mais en échangeant avec le supplier, justement, il n'est pas tout à fait d'accord avec ce principe et il voulait plutôt passer sur les armatures passives. Et pour certains cas, avec un moment positif très important, du coup, on n'a pas pu mettre ce qu'il faut dans la semelle seulement. Donc, on a dû chercher ailleurs pour mettre ce qu'il faut en armature. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis du volume de béton dans le U. à l'intérieur. d'accord. Donc Oui, si on prend la coupe HH qu'on voit ici, parce que là on voit la coupe à la section, c'est plein en fait, tout est Oui. plein. oui, tout est plein. Ah, ok, d'accord. En fait, c'est là-dedans, c'est vraiment dans le U. C'est vraiment les remplissages, enfin, Ouais, le j'ai compris U a maintenant. été Ouais, rempli ouais. avec donc un transversal, voilà, ça c'est dans la section AU précontrainte. Au-delà du diaphragme. Voilà, de part et d'autre, enfin, pour élargir la zone de diaphragme. Encore une fois, parce qu'en plus, ces sections-là étaient données, standardisées, et qu'on ne pouvait pas juste élargir la Exactement. pile pour avoir plus de volume de diaphragme. Ouais, oui. Et donc, on a injecté de béton, on a élargi cette zone à l'intérieur de la poutre BIM. D'accord, Et c'est le d'accord. volume que vous voyez ici, ça c'est dans les poutres. Ça, c'est une coupe sur poutre, donc on voit la partie inférieure du U. Mhm. Très bien, merci pour vos explications et je vois mieux. Être sur la hauteur de la poutre. C'est ça. Parce que c'est dedans. Et donc c'est pour ça qu'il y a des cadres, vu que Le U c'est est plein aussi que sur perforé pour une. faire passer des aciers horizontaux. Oui, exactement. Voilà. Je ne sais pas si on le voit. Non, là, on le voit. Bon, il n'y a pas d'espace, mais Non, mais là, on le voit là. ça, c'est une coupe sur poutre et ça, c'est entre poutres. Donc, en fait, c'est vraiment cette Mhm. grosse poutre transversale et diaphragme. Très bien, ok. Ben, merci pour la réponse. On a une dernière question de Zei. Je ne sais pas si c'est un nom ou un prénom. Vous pouvez parler. Bonjour, d'abord merci pour la présentation. Il m'appelle Zei, c'est mon prénom. Je suis ingénieur D'accord. à l'aéroport de Paris, ADP. Moi, je n'ai pas bien compris ou pas. Vous parlez d'un pont là, avec une largeur de 90 mètres. Mais C'est dans ce ça, cas, oui. la question c'est ça, ça veut dire c'est un pont intégral, aussi un problème de dilatation transversale. Ben oui, justement, c'est pour ça que d'où les problématiques donc de l'ouverture des fissures en longitudinal et en transversal. Ouais. Et donc, les découpages particuliers avec ces joints voilà, dans la direction transversale au pont pour justement revenir à des choses à une dalle qui ne soit pas entièrement fissurée et un comportement plus semblable à ce qu'on connaît d'habitude sur les ouvrages mixtes. Ouais. Et les faits. Ça veut dire il n'y a pas de joie, ça veut dire vous faites comment dire là, phaser pour le coulage du béton pour limiter l'effet de retrait. Oui, mais ça, du coup, c'est un joint dans le sens où une bande d'éclavage qui est faite une fois que le béton a fait prise dans les différentes régions. Et c'est en gros pour concentrer la fissuration sur cette zone. Ok. Ma question, c'est plutôt sur la température, de variation de température. Il y a l'effet dilatation transversale. Mais dans ce cas-là, quels les effets supplémentaires si c'est dans un cas de pont intégral? Parce que l'établi est fixé avec les culées et les piles. Oui, mais du coup, ça avait une répercussion sur aussi ce qui se passe sur les appuis. Ok. Vous n'avez pas de précontrainte transversale? Non, pas de précontrainte. Okay. Mais c'est pour ça qu'on a, du coup, notamment au droit des encastrements, qu'on a séparé action directe et action indirecte. Et donc, on a évalué en fait l'ouverture des fissures sous action indirecte avec une analyse en déformation. Et après, en fait, on a en gros récomposé la fissuration due aux actions indirectes et celle due aux actions directes.
Parce qu'autrement, tout prendre avec des sections brutes, c'était trop défavorable et ça amenait à une qualité de ferraillage monstrueuse. Ok, merci. Très bien, je pense qu'on a épuisé les questions. On a épuisé aussi les spectateurs qui commencent à se déconnecter. Et donc, je vous remercie vivement tous pour cette présentation qui était très, très riche, très, très technique, très, très approfondie. Et donc, comme je disais, on aura l'occasion de revenir sur le sujet des ponts intégraux probablement au mois de décembre, je crois, avec donc quelqu'un du CEREMA et puis Bertrand Ly, avec des expériences effectivement suisses. Donc, merci encore pour cette présentation, donc, que vous pourrez retrouver bientôt dans les replays. Merci à tous les spectateurs de nous avoir suivis. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée et donc à bientôt sur les webinaires de la FGC et à bientôt sur le site. Vous trouverez des mines de renseignements. Merci à tous. Bonsoir. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.